sommes à la Bariva, donc fameux endroit entre Côte-Bec et Villequier, où il y a une chapelle qui s'appelle la Bariva. Donc, et c'est aussi un titre de Maurice Leblanc, là en édition des années 30. Donc, trois bons bouquins. Et donc, cet endroit, la Bariva, est évoqué par Maurice Leblanc dans son ouvrage, en nous traitant d'un endroit avec de la poussière d'or, des tas de choses, euh, qui serait supposé être à Radicatel. Donc Radicatel, c'est un peu plus loin dans la boucle de la Seine, à un coup d'accélérateur, on est à 6 bornes peut-être. Et cet endroit est particulier parce que Maurice Leblanc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que son ouvrage le plus connu, je dirais, est l'Aiguille creuse. Et donc, cette aiguille creuse, en fin de compte, est censée cacher le trésor des rois de France. Sauf que, d'abord, on n'a aucune preuve, mais ici, on a des preuves. Parce que Radicatel, qui est juste un petit peu plus loin, est l'endroit où a coulé le Quintanadouane, qui s'appelait le Télémac à une époque, enfin qui s'est appelé, il a été transformé, rallongé de 6 mètres pour transporter le trésor des émigrés qui partaient de France vers l'Angleterre, sous Louis XVI, avant la Révolution, et qui a coulé à Quillebeuf. Quillebeuf, qui est juste dans la boucle de la Seine, un peu à l'entrée de la Seine depuis la mer. Et cet endroit a été fouillé pendant des années. Ils ont tenté, ils ont renfloué le bateau, je crois en 1860. Ils n'y sont pas arrivés, ils ont essayé des cloches, des potences, des trucs, ils n'y sont pas arrivés. Et après coup, en 1939, une fouille a été déclarée par un fouilleur, un autre fouilleur, qui s'appelait Lafitte. Lafitte, en 1939, il était obligé d'arrêter parce que les Allemands arrivaient en France en 1940. Et donc, ils ont arrêté les fouilles. Sauf que le nom de Lafitte, il y a déjà un marin, enfin pas un marin, mais un pirate ou un corsaire, selon français, mais il y a aussi l'éditeur de Maurice Leblanc dans les années 1914. J'ai des éditions Lafitte de Maurice Leblanc et d'Arsène Lupin. Donc c'est plutôt intéressant aussi. Donc est-ce qu'en nous parlant de la Bariva, il ne nous parle pas d'ici, de la Bariva, donc la chapelle de la Bariva qui est juste derrière moi. C'est superbe, c'est un joli petit endroit. Et donc, par exemple, monsieur Jean-Michel Pousse qui nous dit la Bariva, ah ouais, c'est sur le Bulgarache, Tagada. Non, faux. La Bariva, c'est ici en Normandie. Vous êtes à 40 km de Rouen, juste à côté du Côte d'Anto, à côté du musée Victor Hugo aussi, qui est à Villequier. Donc voilà, vous avez tous les éléments. Donc après que M. Jean-Michel Pousse nous dise que c'est pas là, il y a un gros problème, parce que là, il y a un toponyme, vous êtes à l'endroit, enfin vous y êtes, c'est la Bariva. Alors, le rapport, on en trouve plein parce que Maurice Leblanc nous donne plein d'indications qui concernent Rennes-le-Château. Par exemple, dans Herlock Sholmes, ça arrive trop tard, il nous parle de l'abbé Gélis, qui détient un trésor, qui détient des documents. D'ailleurs, Gélis nous dit je détiens des documents. Il y a un monsieur, d'ailleurs, sur Internet, là, un Belge, qui évoque ça actuellement. Et c'est très intéressant parce que lui a raison. Comparativement à d'autres, il a bien lu les bons textes. Il les énonce. Hein, c'est un type depuis 2 mois là, qui fait des vidéos. Très, très, très intéressant parce qu'il attaque sur des sujets annexes, mais qui ne sont pas des sujets annexes, mais qui traitent bien de Rennes-le-Château et surtout de Rennes-les-Bains. Après, il y a plein d'éléments. Par exemple, dans le livre La Bariva, ça je voulais vous en parler, dans le livre La Bariva, il est évoqué dans la série des années 80, enfin des années 70-80, avec Georges Descrières. Georges Descrières, à un moment, parle
la butte aux Romains. Enfin, il ne parle pas de la butte aux Romains, il parle de la butte de Labienus dans le feuilleton qui s'appelle L'homme au chapeau noir. Il parle de la butte, la, la butte de Labienus qui se transforme en la butte aux pieds nus. Et son fidèle grognard lui dit mais pourquoi ça s'appelle la butte aux pieds nus alors que ça s'appelait la butte de Labienus? Eh bien, il dit ce sont des transformations électriques. Comme je vous le dis dans mes collages, c'est vraiment lié pour le coup. Et juste après, le plan d'après, il y a une femme qui lui parle, comme il a été obligé d'évoquer le latin, les arts et tout, la dame lui dit aussi mais pourquoi vous nous parlez de César? Qu'est-ce que César a à faire là-dedans? Il n'a rien à voir là-dedans. Et là, il lui dit qui c'est? Et n'oubliez pas quand même que le codage électrique par le biais de Boudet est quand même totalement lié au codage César, qui nous fait un décomposé électrique de tous des propos de Boudet, qui nous emmène sur le codage en boustrophédon sur le saut pêcheur. Donc, avec tous ces éléments-là, je crois que vous avez quand même pas mal à vous nourrir. Oui, un énorme lien. Alors, le lien présent entre la Normandie et Rennes-le-Château, on a déjà Maurice Leblanc qui nous amène là, mais Monseigneur de Bonnechose était archevêque de Rouen vers 1880. Sauf qu'avant d'être archevêque et avant d'être ecclésiastique déjà, il était clerc d'huissier aux Andelys. Donc les Andelys, ça va vous dire quelque chose, compte tenu qu'on s'intéresse toujours au tombeau des bergers d'Arcadie. Le lien est fait, parce que s'il bossait chez un notaire ou un huissier, il a eu des papiers certainement très intéressants dans les mains, qui a relancé l'histoire de Rennes-le-Château et la filière rouennaise dont Franck Dafos parle pour la première fois. C'est le seul que j'ai entendu évoquer cette filière rouennaise. Elle est énorme, parce que Monseigneur Billard était de Rouen, de Saint-Valery-en-Caux, Saint-Valery-en-Caux au départ. Après, il a professé à Rouen. Il est allé à l'école, dans la même école que Maurice Leblanc. Monseigneur de Bonnechose était aux Andelys. Après, il est arrivé à Carcassonne aussi. Donc, et puis avant, il y avait les ducs de Joyeuse. Donc, les ducs de Joyeuse, là, on est au XVIe siècle. Ils étaient propriétaires de propriétés là-bas à Couisa, à Rennes-le-Château, mais aussi, ils étaient aussi basés à Rouen. Donc, le lien se fait, et a priori, le pouvoir ecclésiastique était très développé dans la région normande et a dû descendre vers Rennes-le-Château pour remettre au jour éventuellement un savoir ancien qui était là-bas dans le sud. Et ils ont dû l'apprendre peut-être par les Joyeuses, je ne sais pas par qui encore. Mais je fais mon enquête comme beaucoup. Et là, en l'occurrence, ça avance fort. Alors, pourquoi a-t-il écrit l'Invariant celtique? Alors, a priori, pour révéler l'emplacement certainement d'une tombe d'un personnage très important lié à la religion, très certainement, mais surtout, non pas surtout, aussi, pour employer les bons termes, aussi pour nous indiquer que le trésor du temple de Salomon est dans la région de Rennes-le-Château et de Rennes-les-Bains. Ça, c'est une évidence, parce que le diable, comme vous l'appelez tous, mais qui n'est pas le diable, mais qui est Asmodée, alors pas le diable boiteux, hein, on dit toujours le diable boiteux, mais le diable boiteux, ça sort d'un écrit du 18e, écrit par un type qui a un nom français, mais en Espagne, et c'est le diable boiteux qui arrive dans les maisons, enfin bon, tagala, mais le véritable Asmodée, c'est le gardien du temple de Salomon. Et à partir de ça, ce Asmodée est le gardien du temple. Donc ne pas oublier que le gardien du temple, s'il est gardien, c'est qu'il garde quelque chose. Et là, c'est bien pour nous montrer, s'il est à l'entrée de l'église, c'est bien pour nous montrer que le trésor du temple est bien présent autour de Rennes et qu'il le surveille. Donc voilà pourquoi Saunière a fait ériger une tour. Il pouvait surveiller donc l'endroit est forcément dans le décorum du fond, quelque part, ou très.
proche sans être proche, mais dans la région du Razès. Euh, ça pourrait être, le Cardou, ça peut être. Il est dit que c'est le Cardou, que c'est, mais tout le monde dit tout et n'importe quoi. Donc, avant de savoir, avoir des preuves. Donc, avec des preuves qui sont expliquées certainement dans le livre, mais que je n'ai pas encore trouvé, euh, il explique forcément qu'il est là. Et lui se considère comme étant le gardien avec son frère. Et ça, je l'ai découvert dans mes codages. Et là, c'est d'une évidence, c'est d'un explicite. Ben voilà, il n'y a rien à dire. Enfin, vous aurez toujours des trucs à dire, mais moi, je vous l'explique, je vous pose le truc sur la table et je vous explique tout. Donc, voilà. Ben, je ne sais pas. Euh, comme tout le monde, si je le savais déjà, je fermais ma gueule. Et deuxièmement, il est autour, peut être sur le Cardou, il n'est pas sur le Bugarach, je ne pense pas, à moins que. Après, il peut y avoir des tombeaux sur le Bugarach comme 10 pouces, ça c'est possible. C'est bien possible d'ailleurs parce que c'est très mystérieux le Bugarach, mais voilà, après, je serai incapable de répondre. Alors, j'ai eu le livre Percy Sadler, celui-là, hein, c'est un vieil ouvrage. Alors, pourquoi je l'évoque? Parce que Boudet, dans son explicatif, à page 21, je crois, et son comparatif entre le languedocien et l'anglais, et l'anglo-saxon, il ne fait d'erreur, enfin oui, il fait des erreurs parce que certainement que les retranscriptions de mots sont différents au 19e du 20e, mais il y a un élément très très intéressant dans le Percy Sadler, c'est que, enfin, dans Percy Sadler et surtout dans Boudet, parce que Boudet nous dit saut, court. Sauf que saut, saute. Et en anglais, ça veut dire hébété par l'alcool. Ça, ok, on est d'accord. Mais court ne veut rien dire, c'est OUR. Par contre, courte, c'est cours de justice et autres. Mais il nous a mis un mot qui n'existe pas dans son lexique pour que l'on se reporte, parce qu'il nous a mis la phonétique à côté qui est Skaour. S-K-A-O-U-R. Et le Skaour veut dire nettoyer. Et en fin de compte, ce n'est pas secours, mais tout secours. Tout secours. Donc, tout secours, donc c'est qu'il a inversé, au lieu de mettre le mot saut, il nous l'a mis dans l'autre sens. Au lieu de secours, il a mis saut, et il a mis secours au lieu de tout secours. Et donc, ce qui nous fait nous éveiller sur le terme de saut, et saut, c'est bien pour nous mener vers le saut pêcheur, qui est la clé, indubitablement la clé du problème pour pouvoir décrypter. Et quand j'ai décrypté et retourné 2 fois les éléments, j'avais bien l'ange bal avalé le Graal et l'Arche, et j'ai trouvé les 2 boudets avec leur nom, enfin leurs initiales composant le codage pour composer le nom du démon Asmodée en codage, et tout ça en inversé, en retourné, je dirais. Et quand vous retournez ces 2 trucs, ces deux éléments, vous avez le nom de Henri Boudet et de Edmond Boudet, donc les 2 concepteurs du livre et de la carte, qui se présentent en gardien du temple de Salomon à la place du gardien, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos. Donc, ils composent le nom d'Asmodée. Donc, c'est qu'ils se considèrent comme étant les gardiens à la place du gardien. Voilà. Montfaucon de Villars. Alors, Montfaucon de Villars, il est né à Roquetaillade. C'est un ecclésiastique au début du 18e. Il a pour fonction, au début, je crois qu'il est militaire. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il fait partie de la famille Haupoul. Il est un cousin des Haupoul, donc les habitants de Rennes-le-Château, enfin ceux qui détiennent le château. Mais il est aussi très très lettré. Il connaît le syriaque, enfin des langues arabes ou des langues proto-arabes ou proto, je ne sais pas quoi, parce que c'est difficile. Toutes ces langues inconnues à l'époque en Europe, enfin ou très peu connues. Et il a aussi une autre fonction, il est le remplaçant du confesseur de Louis XIV.
Il a aussi contribué euh, à découvrir la tapisserie de Bayeux, très intéressant. Et il a écrit sur un c'est même pas un cromlech, c'est un dolmen, je crois. Je suis pas encore allé le voir, qui est à Cocherel. Donc Cocherel, c'est juste à côté de Rouen. On était à Vernon, à côté de Vernon. Et chose intéressante, c'est qu'il n'a pas écrit sur les pierres celtiques de son coin, mais des pierres celtiques en Normandie, ce qui est quand même assez surprenant. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que sur cette route, il y a Pressagny-l'Orgueilleux. Pressagny-l'Orgueilleux, on est à côté de on est entre Vernon et les Andelys, et il existe un château qui s'appelle le château de la Madeleine, maintenant qui sert pour des conférences, des séminaires et tout le bazar, et qui est en fin de compte un château qui a appartenu à un marquis d'Aupoul, qui était un général d'Empire sous Napoléon. Et je crois que pendant quelques années, il a été la propriété d'un marquis d'Aupoul. Étrange quand même. Tout est dans la même région. Et donc, c'est quand même assez étrange. Nicolas Poussin, il est lié à l'affaire surtout par le biais de Monseigneur de Quelque-chose. Parce que, bon, on dit toujours que c'est une représentation qui ressemble au Bulgara, pas au Bulgarache, à la gorge du Bézis et tout le bazar, comme l'a dit Monsieur Garcia. C'est d'ailleurs très intéressant ces vidéos. Mais Nicolas Poussin, il aurait très bien pu peindre ce tableau sur le tombeau de Saint-Edbin, qui se trouve à Port-Mort, qui est juste à côté des Andelys. On est à 10 km des Andelys à peu près, et à 10 km de Vernon. Mais ce qui est surtout très intéressant, c'est que la conception du lieu, l'endroit où est posé Poussin au Pontil, enfin le tombeau qui existait jusqu'en 88 au Pontil, est positionné d'une certaine façon. Si on se positionne au même endroit, à l'endroit où est le tombeau de Saint-Edbin, qui ne ressemble pas au tombeau, la forme tombeau habituelle, mais qui est juste une sorte de dolmen, mais un dolmen en pierre, enfin, qui a été fait en pierre calcaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai comparé la distance entre le lieu du tombeau, le lieu d'un menhir qui est présent dans le village, le tombeau de Poussin au Pontil. Il y a à 500 mètres une pierre, la pierre des Pontils, là. À Port-Mort, il existe le même genre de modèle, le tombeau, et à 500 mètres, il existe le gravier de Gargantua, qui est un menhir. Mais j'ai découvert une autre chose, je ne suis pas encore allé vérifier, mais je vais y aller, parce que j'ai trouvé d'anciennes cartes postales où il montre un temple ressemblant à celui du Bézis, avec une sorte de promontoire et des tombes qui sont au-dessus alors, du Bézis pour Monsieur Garcia, mais pour nous, aux Andelys, juste à côté, sur le promontoire où il y a un château médiéval juste au-dessus, que je connais depuis plus de 30 ans, juste au pied, a priori, j'ai eu comme information, en regardant de vieilles images, le fait qu'il y avait une sorte de chapelle et des tombeaux dans le calcaire. Ça, il faut que je le vérifie, je ne peux pas vous dire encore. Je connais très bien l'endroit, mais je ne savais pas qu'il y avait ça là. Et c'est planqué dans la forêt au-dessus. Donc ça, je le vérifierai, je vous le dirai après. L'ouvrage de référence. Alors, il y a les ouvrages de Pierre Jarnac qui sont très très bien, qui sont vraiment très complets. Les bouquins orange assez épais, là, qui sont des merveilles. Les cahiers de Rennes-le-Château. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Oh, compliqué, parce qu'il y en a plein de biens, il y a plein de conneries, il y a plein de... Mais il y a toujours un élément intéressant à prendre. Le mieux, je dirais, c'est Trésor Body, et puis de Gérard de Sède, hein, parce que ça, ce sont les prémices, c'est encore pur à l'époque, ça paraît pur. Après, à part Jarnac, il y a quelques ouvrages quand même très intéressants, mais ils sont tous, après, ils ont toutes leurs spécificités.
quand ça traite de raid de château, directement, bah, il y en a plein, et en même temps, il y en a. Ouais, je sais pas. Je saurais pas dire, parce que ils sont tous intéressants, ils ont tous un côté pas novateur, parce qu'ils parlent toujours de la même chose, mais il y a toujours des éléments à prendre. Il y a toujours un élément qui n'est pas dans l'autre. Donc, un peu tous. Ah, hasard ou surnaturel, bah, on a marqué que j'étais l'élu. Donc, voilà, la gueule de l'élu, il n'est pas terrible, mais après, on s'en fout. Non, mais c'est amusant. Après, est-ce une coïncidence? Peut-être, mais il ne faut pas oublier quand même que dans le saut pêcheur, il y a un point, un endroit qui repousse le HE juste en dessous du LN. Donc, pour quelle raison? Ça, on ne le sait pas. Je n'ai pas encore trouvé pourquoi. Parce que je peux vous dire que ça interpelle un peu quand on vous dit, bah oui, mais tu es cité à plein d'endroits. L'aile, c'est la fameuse mesure, la mesure celtique, E2L, mesure celtique stipulée par Boudet. Laine, c'est trame de laine. Et à chaque fois, il répète quand même 4 ou 5 fois dans son ouvrage. Donc, c'est étrange. Mais après, est-ce que c'est pas autre chose? Certainement d'ailleurs, mais après, j'aimerais savoir. C'est quand même assez amusant. Maxima du Senteur, alors non, il m'a pas encore emmené. Il m'emmène dans ses délires par moment. Mais ça paraît être des délires assez. A priori, dans l'espace, ils ont l'air assez bouddhiques. Donc, peut-être que Bouddha vient de là-bas aussi, j'en sais rien. Non, Anao m'emmène de temps à autre. Ouais, mais je me perds, moi, là-bas dans la galaxie. C'est un peu bordélique. Donc, je connais pas, j'ai pas de cartigène. Qu'en est-il vraiment? Non, ça, faut que ça reste discret parce que là, quand même, t'imagines, et Anao, il a 4 bits. Hein. Donc, c'est quand même dangereux. Ah non, pas lui. Ah non, 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 non. Non, ça, il en a strictement rien à foutre. Je suis pas certain. Vaudrait mieux aller sous terre, comme les rats et comme les cloportes, mais à la limite, on s'en sortira pas mieux parce qu'après, à un moment, il faudra sortir. On ne pourra pas vivre tout le temps en dessous et on n'aura pas à bouffer, on n'aura rien. Donc, non, je pense que. Non, c'est. Je ne sais pas. C'est pas le mien. Quel chercheur? Doumergue, qui s'intéresse beaucoup à. Bah, c'est un spécialiste de Marie-Madeleine, il est très très bon. Ça, on peut pas le nier. Après, il s'intéresse un peu à Anne-les-Bains, il faudrait qu'il s'y intéresse plus. Ça serait pas mal parce qu'au moins il y aurait de la cervelle qui suivrait. Quoi. Après, les autres, bah, il y a mon pote Rudy, bon, ça se passe bien. Bon, je parle pas d'Alexandre parce que Alexandre c'est mon pote. Alex, il développe ses sujets, c'est bien aussi. C'est toujours très intéressant. Euh, et puis après, ah oui, il y a, comment il s'appelle, mon pote Casanova, Jean-Christophe Casanova, là, qui doit produire un bouquin d'un millier de pages, ça risque d'être chiadé. Parce que c'est quand même une putain de tronche. Donc, Jean-Christophe Casanova, s'il a sorti son bouquin, j'espère pour lui, je ne l'ai pas rappelé depuis, mais c'est très très bien. Et en ce moment, il y a Jean-Pierre Garcia qui développe sur les gorges du Bézis. C'est une nouvelle piste intéressante, très intéressante. Je ne suis pas encore allé voir là-bas, mais il y a sûrement matière. Après, bon, je m'intéresse toujours à mon sujet, donc j'ai pas le temps de m'occuper de tous les sujets, parce que c'est plein de sujets morcelés. Donc, faut pas s'évacuer trop loin, faut pas se. Mais en même temps, si ça a un intérêt, ça a un intérêt.
à la fameuse carte, bah moi j'y crois. J'y crois sans problème, ça tient debout son histoire. J'aime bien Douzet, il est cool. Euh, j'ai eu des contacts avec. Et non, moi je le défends dans toute sa recherche parce que lui il cherche. Il cherche sérieusement. Après, il y en a plein qui le prennent pour un affubulateur. Mais là, c'est facile quand les gens font rien. C'est facile de critiquer. S'ils font quelque chose, bah, qu'ils se présentent et qu'ils disent bah voilà, moi je suis un tel, je suis chercheur sur tel sujet, ouais, on vous connaît, bah, si vous critiquez Douzé, vous le critiquez en face ou vous le critiquez pas. Vous fermez vos gueules. C'est tout. Moi j'aime bien les gens qui t'affrontent en face. Donc, bah, parce qu'ils n'ont plus d'éléments, ils tournent en rond, étant donné qu'ils restent sur un château. Et il faudrait qu'ils s'intéressent à la base de l'histoire, c'est-à-dire Boudet. Boudet, bonne chose avant, qui a certainement dû coopter Boudet. Boudet a coopté Saunière. Donc, bah, faudrait qu'ils s'intéressent au départ de l'histoire et à toute cette base. Parce que sans Boudet, Saunière n'est rien. Et sans bonne chose, bah, Boudet n'est rien non plus parce qu'il sait rien. Il sait peut-être rien. Oh oui, alors le docteur Fragal. Alors, le docteur Fragal, que j'ai ici, qui est évoqué à la 101e minute, je crois, sur le. Voilà, j'espère que vous le voyez. Le docteur Fragal. Alors, un livre très étrange, enfin, a priori, d'après monsieur Paul Orwell. Monsieur Paul Orwell nous dit, en parlant du livre du docteur Fragal, il a mis 15 ans à le trouver. Bon, moi, j'ai mis 2 semaines, voire 3 semaines peut-être. Bon, c'est mon boulot. Hein. Je l'ai trouvé. Et il nous évoque le fait que le docteur Fragal euh, est une histoire de meurtre où un président américain se fait shooter du haut d'un immeuble. Euh, bon, on comprend quand même que ça peut concerner euh, Kennedy, effectivement. Surtout que ce livre, l'auteur s'appelle Oswald Dallas. Donc Oswald comme Lee Harvey Oswald et Dallas comme la ville où il était assassiné. Sauf que ce livre date de 1931. Alors machin me dit 36, bon non, c'est 31. Tout ça pour nous parler de guématrie et pour valoriser son ouvrage. Sauf que ce monsieur Rouel bah, ment totalement sur le fait que ça traite de l'assassinat d'un président américain. Il n'était peut-être pas prévu qu'il allait y avoir un chieur comme moi qui allait trouver le bouquin, sauf que je l'ai trouvé, je l'ai lu. En aucun cas, il y a un assassinat de président américain sur le sujet. C'est un assassinat par empoisonnement, tout le bazar. Ça sent le terrorisme international, mais c'est tout. Il n'y a aucunement un assassinat. Alors, Oswald Dallas, je suis d'accord, c'est fantastique. C'est quasiment de la précognition. Mais à côté de ça, c'est un mensonge total et j'espère que ce monsieur est plus virulent dans la recherche sur Anne Le Château que sur le docteur Fragal, parce que là, s'il ment comme ça, on ne peut pas le considérer. Donc, je suis désolé pour lui, mais moi, je lis et j'ai lu et puis il n'y a pas. Donc, dommage. Vous regardez c'est sur quoi d'ailleurs sur eBay. C'est sur eBay. Et puis sinon, de toute façon, vous avez l'adresse, vous m'écrivez au 12 rue du Mont-Maclou, 76 160 d'Arnétal, Franck Hélène ou MDLMM. Et puis là, bah, vous pourrez l'avoir. Et sinon, à mon magasin, 6 rue d'Amiens, à Rouen. Un indice, c'est tout. C'est c'est 7 fois moins qu'Alassane. À savoir que Alassane, c'est 35 cm. Donc 7 fois moins, bah, vous faites le calcul. Hein. Ah, tu vois, ici, c'est le pain béni. Un lieu celte aussi, qui plairait beaucoup à Boudet.
et qui a pour fonction de tourner je crois que c'est tous les 31 décembre ou peut-être à la Toussaint. Il tourne sur lui-même, paraît-il. Donc voilà, encore une légende de notre région. Bonjour. J'aimerais traiter d'un sujet qui a été soulevé par Monsieur Paul Rouel, spécialiste a priori de Rennes-le-Château, qui nous parle d'un livre, enfin, et d'un événement qui est quelque peu développé dans sa vidéo sur Rennes-le-Château, à 1h01, où il nous parle d'un livre qui s'appelle Le Docteur Frégal, que j'ai ici. Vous pouvez le voir, je l'ai trouvé, lui a mis 15 ans à le trouver, il l'a trouvé effectivement, mais a priori il ne l'a pas lu. Parce que ce monsieur nous diffuse une information comme quoi Oswald Dallas est l'auteur de ce bouquin. Alors ça c'est très sympa, parce que Oswald, Lee Harvey Oswald, l'assassin de Kennedy, ouais, Dallas, la ville où il a été assassiné, sauf que ce monsieur nous dit que ce livre traite de l'assassinat d'un président américain, enfin il ne nous donne pas de date, étant donné que ce livre est de 1931 et pas 1936 comme il nous le dit sur sa vidéo. Et ce monsieur nous dit, ça traite du meurtre d'un président américain par la fenêtre d'un immeuble, ça il dit bien très clairement, il dit que c'est fantastique, que c'est de la guématrie, et là en l'occurrence, il y a un problème. Parce que ce monsieur nous parle de ça en nous disant très sûrement, avec un aplomb incroyable, et même un peu certainement prétention, que ça traite de tout ça et que c'est véritablement magique. Il y a un problème. Il n'y a aucun assassinat de président, ce n'est qu'une histoire de captation d'héritage et d'empoisonnement. J'ai lu le bouquin jusqu'au bout, alors je me suis fadé, c'est chiant, c'est sympa en même temps, il dit que c'est très mauvais, moi je trouve pas, mais enfin bon, monsieur a d'autres avis là-dessus. C'est pas du tout très mauvais, c'est pas mal. Mais bon, il n'y a aucun... À un moment, à la fin, ça nous parle quand même de terrorisme international, ça aurait pu vriller sur le fait... sur l'action d'un meurtre d'un président américain, parce que là c'est quand même des communistes, il y a pas mal de gens impliqués dans l'histoire, des Indiens et autres, mais ça ne traite aucunement du meurtre d'un président américain. Donc c'est un peu gênant. Je trouve que Paul Rouel est un peu a peut-être voulu donner encore un peu plus de piquant à sa vidéo et à son savoir, son grand savoir a priori, mais il est a priori spécialiste de Rennes-le-Château. Alors j'espère qu'il développe un peu plus ses recherches et plus sérieusement que sur ce bouquin, parce que là c'est quand même vraiment limite. Donc j'ai réussi à trouver le bouquin, hein. J'ai pas mis 15 ans, j'ai mis 15 mois au grand maximum, peut-être 15 jours, j'en sais rien, mais c'est amusant de voir à quel point ces spécialistes de Rennes-le-Château sont des menteurs pour la plupart et ne vérifient pas leurs informations. Moi, j'essaie de les vérifier généralement, je trouve les documents, c'est même d'ailleurs passionnant de les trouver ou de les chercher. Enfin, bon, faut que les mecs arrêtent de raconter des conneries, grosses conneries, quoi, parce que ça aurait pu être super intéressant si ce bouquin avait développé, là, ça serait particulier, parce que ça aurait été magique. Ou ça aurait été de la précognition, ça aurait traité de la précognition. Mais là, en l'occurrence, aucunement, parce que le docteur Frégal, c'est une histoire d'empoisonnement, et c'est tout.
Donc, il faut que les mecs comme fassent gaffe à ce qu'ils disent, parce que il faut analyser quand même les choses, faut les digérer, faut réfléchir aux choses, et c'est comme ça qu'on arrive à faire des bonnes recherches. Donc, moi, j'estime que j'essaie d'en faire des bonnes. Donc, je peux faire des erreurs aussi, comme tout le monde. Mais dans ces cas-là, je ne vais pas chanter la messe et je ne vais pas raconter des conneries. Je vais tenter. Ou alors, on m'en reprend aussi. Donc, merci. Merci de votre écoute et à plus tard hein, pour d'autres choses. Au revoir. La lettre H aspirée. Eh bien, L'horreur. l'horreur, oui, la grande horreur. D'ailleurs, les pires ennemis modernes des Juifs ont été les nazis. Et regardez le nombre d'initiales en H aspirées dans leur nom. D'ailleurs, Heil Hitler, avec Himmler, Heydrich, Heuss, Hess, Schurbier, Hermann Göring. Vous en avez une flopée. Et le plus dramatique de l'histoire, c'est qu'à l'époque de Hirohito, on a lancé sur Hiroshima ce qui en réalité était la première tentative de bombe H. Or, curieusement, depuis la fin du nazisme, cherchez les dignitaires et les dirigeants allemands, aussi bien de l'Est que de l'Ouest, Il n'y a plus. il n'y a plus d'initiales en H aspiré. C'est assez curieux. Oh, vous savez, les procédés kabbalistiques vous donnent des trucs absolument extraordinaires. Il y a quelque chose que je n'ai pas cité dans le livre, parce que bon, on avait un volume de pages relativement limité. Et si ça vous intéresse, c'est une aventure que nous a contée le docteur Grad. Et j'ai mis 15 ans avant de trouver la preuve qu'elle était exacte. Grad, en 1939, était un petit libraire d'antiquariat du côté du square d'Anvers à Paris. Donc la vente de bouquins luxueux et anciens. Et un beau jour, un bonhomme se présente chez lui et lui propose une pile de très très beaux livres accompagnés d'une dizaine de romans policiers sans aucune valeur. Bon, Grad lui dit, ça va, je prends les livres anciens, les autres, on les vendre ailleurs. Non, non, dit le gars, c'est tout ou rien. Bon, d'accord, dit Grad, je vous prends les beaux livres pour le prix du tout, vous allez vendre vos policiers n'importe où, faites coup double. Non, dit le gars, c'est tout ou rien. Bon, les bouquins étaient intéressants, Grad les prend, feuillette, comme tout bon libraire curieux, feuillette les policiers, et tombe sur un bouquin intitulé Le Docteur Frégal, avec 2 L, ce qui fait 22 lettres. Et donc pour un kabbaliste, c'est déjà important. 22 lettres, c'est le nombre de lettres dans l'alphabet sacré. Il le lit, et c'est un très piètre roman policier, très mal écrit et vraiment sans aucune valeur, qui avait été publié en 1936 dans la collection Le Masque, à l'époque édité par Gérard Verviers. Fin intrigué, il le conserve. Et en 1963, Grad court rechercher son bouquin et le relit. Ce bouquin décrivait très précisément l'assassinat d'un président des États-Unis par un tireur isolé au premier étage d'un building à l'aide d'un fusil à lunettes, le président étant dans une voiture découverte dans un cortège. C'était publié en 1936 chez Gérard Verviers. Et le bouquin s'appelait Oswald... Non, l'auteur s'appelait Oswald Dallas. Oswald Dallas, c'est ça. Eh bien, j'ai mis 15 ans à le trouver, je l'ai. C'est exact, c'est authentique. Numéro 88. Exactement, le comble de l'horreur, l'horreur dans l'horreur. Ça, c'était le chapitre Guématrie. Pardon, excusez-moi, je n'ai pas compris là. Je dis ça, c'était le chapitre Guématrie. Oui, c'est un exemple de guématrie. Donc ça vous signale que quand vous trouvez quelque part le nombre